Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir réussi à trouver le temps pour venir à cette première plénière de notre commission Terre. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Sir Julian King de sa présence. Dans quelques instants, il aura la parole. Je souhaiterais, comme nous avons très peu de temps, que nous abordions très vite notre ordre du jour par l'appel des points. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'ordre du jour, l'adoption. S'il n'y a pas d'opposition, l'ordre du jour est considéré comme adopté. Point 2 de notre ordre du jour, c'est l'adoption des PV des réunions. Là aussi, s'il n'y a pas d'opposition, le PV du 14 septembre 2017 est considéré comme adopté. Puis point 3, la communication de la présidence. Chers collègues, je voudrais rapidement vous informer qu'à l'issue de la première réunion des coordonnateurs Terre, nous avons posé les bases de nos futurs travaux pendant ce mandat limité de 12 mois de la commission Terre. D'abord, nous avons acté les dates de nos prochaines réunions, en tous les cas des prochaines réunions d'ici la fin de l'année 2017. Vous en avez le détail: 16 octobre, 26 octobre, 22 novembre, 14 décembre. S'agissant des réunions qui vont se dérouler en 2018, le secrétariat élabore le planning et très vite vous en aurez la teneur de façon à pouvoir vous organiser. Ensuite, après le planning, les coordonnateurs, et je les en remercie, se sont mis d'accord pour demander une première chose de fond, c'est-à-dire d'être libérés de l'obligation de rédiger un rapport de mi-mandat, tel qu'il était annoncé dans le mandat que la plénière a adopté en juillet. D'un commun accord, de manière consensuelle, les coordonnateurs ont jugé qu'il était prématuré pour l'ensemble des groupes de rédiger un rapport de mi-mandat et qu'il était beaucoup plus pertinent et opportun de concentrer nos travaux, notre énergie et notre volonté politique sur le rapport final. C'est une demande qui vient d'être formulée auprès de la conférence des présidents et qui, j'espère, sera entendue. Vous serez évidemment rapidement tenus informés de cette décision. Ensuite, et davantage sur le fond, sur le contenu des travaux de la Commission, les priorités des travaux ont été clairement établies à la suite des rencontres avec les coordonnateurs des travaux. Cela commencera de manière à la fois logique et stratégique par l'analyse du cadre légal tel qu'il existe aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme, d'identification des outils à la fois institutionnels et opérationnels que l'Union européenne met au service de ce combat et de la lutte contre le terrorisme. Nos coordonnateurs ont également dégagé de manière rapide et consensuelle des pistes pour les missions que nous pourrions mener avant la fin de l'année 2017 pour enrichir à la fois le débat et les travaux. Et une priorité s'est assez rapidement dégagée de manière classique mais stratégique d'organiser une visite de Europol, des agences Europol et d'Eurojust à La Haye, ainsi que 2 autres déplacements, certainement dans des capitales ou donc sur des lieux tels que des aéroports. Ça n'est pas encore totalement finalisé, les contours restent à déterminer. Très rapidement, l'ensemble des membres de la Commission en seront informés. Je vous informe également que lors de la conférence des présidents, il y a quelques jours, celle-ci nous a officiellement autorisé et à titre exceptionnel la possibilité de désigner les 2 co-rapporteurs qui auront conjointement
la charge de rédiger le rapport de notre commission, comme j'en parlais à l'instant. Il s'agit de Monica Hohlmeier et d'Helga Stevens, qui seront nos deux co-rapporteurs pour les travaux de notre commission. J'attire enfin votre attention sur le fait que, compte tenu de nos capacités, de nos moyens d'interprétation durant cette semaine, notre système d'interprétation sera disponible pendant notre réunion en anglais, en allemand, en italien, en néerlandais, en français, en espagnol, en suédois et en polonais. Je vous remercie donc de prendre acte de ces communications. S'il n'y a pas de questions, j'aborde immédiatement le point 4, essentiel de notre ordre du jour. C'est l'échange de vues avec Sir Julian King, membre bien sûr de la commission que tout le monde connaît et qui est chargé de l'Union de la sécurité. Alors sans transition et en toute logique, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir, de recevoir aujourd'hui de manière que nous avons souhaité symbolique pour cette première plénière ouverte. Elles ne le seront pas toutes, elles seront très souvent, ce seront très souvent des meetings à huis clos, étant donné la matière et le caractère extrêmement sensible des travaux de notre commission. Nous avons souhaité vous accueillir, Sir Julian, pour notre première réunion de la commission Terre, vous accueillir en tant que commissaire chargé de la sécurité, et je me félicite et je vous remercie au nom de l'ensemble de la commission et des services, la commission parlementaire et des services, de votre extrême disponibilité et de votre présence que nous apprécions à sa juste valeur en ce tout début d'après-midi. Personne, à nos yeux, n'était en effet mieux ou plus indiqué que vous pour nous faire entrer de plein pied dans la réalité de l'action, j'insiste sur ce terme, et de la législation européenne en matière de lutte contre le terrorisme. À ce sujet, justement, je souhaite insister sur un point. Notre commission a besoin de cette coopération. Elle a besoin de ce dialogue, elle a besoin de ce débat en confiance entre les institutions européennes, avec la Commission, avec le Conseil, mais aussi et surtout nous en aurons besoin et nous avons besoin de votre complicité active dans ce registre, que nos travaux soient non seulement concrets, mais qu'ils soient surtout pragmatiques et efficaces. Et pour cela, nous aurons besoin de pouvoir travailler avec les États, avec les autorités nationales compétentes, sans lesquelles nos travaux resteraient en surface. Nous aurons besoin évidemment de leur expertise et je me réjouis par avance et votre présence à nos côtés est un gage de cette volonté partagée de travail de coopération, bien entendu dans le périmètre du mandat qui nous a été imparti. Notre commission parlementaire souhaite démarrer à partir de ce qui existe, à partir de ce qui est fait, à partir de la pertinence des outils, de leur efficacité, mais peut-être de leurs lacunes, si vous me permettez ce terme qui est peut-être un peu fort, mais qui n'est pas loin d'être une bonne base de travail, à l'aune de ce qui a été fait et de ce que nous pourrions faire ensemble efficacement. Alors, c'est absolument pas dans un esprit inquisitorial ou que sais-je encore que les travaux de notre commission débutent, mais plutôt dans un esprit constructif pour regarder quels sont les progrès qui peuvent être faits, quelles sont les modalités d'une action pragmatique qui pourront être les nôtres pour ensemble progresser dans la construction de cette Europe plus sûre que nos concitoyens attendent. Alors, en quelques mots et vraiment sans transition, je vous propose de structurer notre débat de cette manière. Sans délai, je vais vous passer la parole, Sir Julian, pour une quinzaine de minutes. Si vous avez besoin de moi, on récupérera les minutes pour les redistribuer. Puis, chaque coordonnateur aura la parole pendant 2 minutes. Je vous propose, et vous étiez d'accord il y a un instant, donc ne changez pas d'avis, de faire la méthode du ping-pong, c'est-à-dire que derrière chaque intervention,
vous puissiez répondre de façon à avoir une meilleure visibilité encore que de ramasser toutes les réponses à la fin de vos interventions, ce qui me permettra, si vous en êtes d'accord également, après les interventions des coordonnateurs 2 minutes et des co-rapporteurs évidemment 2 minutes, de passer la parole aux collègues dans le temps imparti, tout en vous gardant, si vous en êtes d'accord, quelques minutes dans le timing pour faire la conclusion. Je vous remercie d'accepter cette méthode et si tous les collègues en sont d'accord, je vous passe sans plus tarder la parole. Merci et merci de votre accueil. Chair, honourable members. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, et puis un mot aussi à l'adresse de tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans la salle et qui ont parfois des raisons personnelles de s'impliquer dans ce dossier extrêmement important. C'est un véritable honneur pour moi que d'avoir la possibilité de vous parler aujourd'hui à l'occasion de cette première réunion de cette commission spéciale sur le terrorisme. Suite aux récents attentats horribles que nous avons connus dans trop d'États membres, les citoyens sont préoccupés. Et ils souhaitent savoir que nous, collectivement, réagissons à ces préoccupations. Et ils veulent savoir comment nous réagissons, comment nous avons l'intention de réagir. Je pense que cette commission spéciale a un rôle absolument essentiel à jouer afin de définir, de façonner cette réaction, la réaction européenne sur cette question, en s'appuyant, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, sur le travail qui a été réalisé, y compris notamment l'excellent travail réalisé par le Parlement européen, en commission Libé, ainsi que dans d'autres commissions et organes qui suivent ces questions. Mais je tiens à vous rassurer d'emblée, vous avez mon soutien actif, pour reprendre vos propos, afin d'atteindre les objectifs que vous avez fixés clairement pour votre commission d'enquête. Nous ne partons pas d'une page blanche. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font et qui peuvent bénéficier de votre contrôle et de votre contribution. La politique de lutte contre le terrorisme remonte à il y a 15 ans déjà. L'évaluation globale par la Commission des services de sécurité, que j'ai le plaisir de partager avec le Parlement depuis peu, a montré que le Parlement et l'Union européenne jouent un rôle pour aider les États membres à faire face à la menace et à protéger ses citoyens. Il y a 15 ans, le monde était radicalement différent. Les États membres étaient peut-être moins disposés à envisager un rôle pour Bruxelles, pour les institutions européennes, dans certains de ces domaines. Je pense néanmoins qu'au fil du temps, nous en avons fait de plus en plus, ensemble. Et malheureusement, il est devenu de plus en plus clair que la sécurité d'un État membre dépend de la sécurité de tous les États membres. Il y a maintenant une dynamique politique et une volonté politique afin d'œuvrer ensemble pour faire avancer nos efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons toute une palette d'instruments à disposition. Vous en avez évoqué certains, tels que la directive PNR européenne, la directive révisée sur la lutte contre le terrorisme. Madame Hohlmeier a été très impliquée dans ce dossier, comme d'autres ici autour de la table. Les dispositions révisées pour les contrôles systématiques aux frontières extérieures suite à la révision du règlement Schengen. Il y a eu des évolutions récentes qui sont encore en phase de mise en œuvre. D'autres améliorations suggérées, telles que les amendements au système d'information Schengen ou la mise en place du système ETIAS, système d'autorisation de voyage à l'échelon européen, font toujours l'objet de négociations. Et je pense qu'il est important, ensemble, que nous menions ce travail à bon port. Mais outre les propositions qui sont déjà en cours de préparation, la Commission reste très attentive concernant à la nature
en évolution constante de la menace du terrorisme, notamment avec ces auto-radicalisations et le type d'attentat que l'on a vu ces derniers mois. La semaine prochaine, le 18 octobre, la Commission mettra sur la table un nouvel éventail de propositions de contre-terrorisme qui mettront l'accent sur la protection de l'espace public et afin d'empêcher au terrorisme d'obtenir les moyens sur lesquels il s'appuie en termes de financement et d'explosifs. Comme je vous le disais, ce paquet sera transmis au Parlement le lendemain et je suis bien évidemment à votre entière disposition pour voir comment nous pourrons travailler ensemble sur cette question. J'aimerais très rapidement vous dire quels sont quelques-uns des domaines dans lesquels nous travaillons pour le moment. Tout d'abord, il faut avancer dans ce domaine et il s'agit là d'assurer la manière dont on peut améliorer l'accès à l'information et aux données nécessaires pour les services répressifs. C'est la raison pour laquelle la Commission a travaillé sur la question de l'interopérabilité. Ce n'est pas un très beau mot, mais il s'agit de tirer la quintessence des systèmes d'information, de s'assurer qu'il est possible de travailler ensemble afin que des suspects connus dans un pays ne puissent pas passer incognito dans un autre pays. C'est la raison également pour laquelle nous avons mis en place le Centre européen de contre-terrorisme au sein d'Europol, où vous allez vous rendre. Il s'agit ici d'apporter un soutien opérationnel aux États membres et de servir de plateforme pour les services répressifs et les services de renseignement lorsqu'ils mènent des enquêtes, comme pour les enquêtes qui ont fait suite aux attentats de Paris, de Bruxelles, de Nice. Dans son discours sur l'état de l'Union, prononcé récemment, le président Juncker a fait part d'une vision claire pour arriver à une unité de renseignement européenne. Il s'agit là d'un objectif important et dans le même temps, il est également nécessaire d'assurer une coopération étroite dès à présent pour faire face aux menaces auxquelles nous sommes actuellement confrontés. Les questions de renseignement restent en dehors du champ d'application des traités, mais néanmoins, j'aimerais dire que, contrairement à ce que vous pouvez parfois lire dans la presse, les services de renseignement de tous les États membres coopèrent et échangent des informations régulièrement. Ils le font dans le cadre de ce qui s'appelle le groupe de contre-terrorisme. Il est très proche d'Europol aux Pays-Bas. Donc, la première étape ici, c'est qu'ensemble, nous devons œuvrer pour renforcer la coopération entre Europol, le ECTC, le Centre européen de contre-terrorisme, et cet organe des recherches de systèmes de renseignement, ce groupe de contre-terrorisme. Et nous sommes en train de passer à la vitesse supérieure en matière de coopération à cet égard. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de lutter contre le terrorisme et leur radicalisation. Il est important d'empêcher que ces idéologies dévoyées ne tombent dans les esprits de ces jeunes. La radicalisation n'est pas uniquement liée à des voyages à l'étranger, n'est pas uniquement liée au fait d'aller se battre pour Daesh, de prendre les armes pour Daesh, mais de plus en plus de jeunes se radicalisent seuls, à la maison, devant leur écran d'ordinateur, sans même quitter leur chambre. L'ampleur de la propagande terroriste est très grande et les efforts pour lutter contre cette propagande ne sont selon moi pas suffisants. Ce matériel pernicieux, horrible, doit être détecté, doit être retiré dès qu'il est mis sur les réseaux, voire même en amont, essayer d'éviter son apparition sur les réseaux. Il faut utiliser le forum UE Internet pour qu'il puisse avancer sur la question sur une base volontaire. Mais si les choses n'avancent pas suffisamment vite, nous sommes également disposés à légiférer afin de garantir les avancées nécessaires. Enfin, la conséquence durable du terrorisme se retrouve très souvent auprès de ses victimes. Des personnes décédées, des personnes qui doivent vivre dans le deuil ou avec les conséquences de ces actes terroristes pour le reste de leur vie. Et une partie intrinsèque de nos efforts doit concerner ces personnes. Le président Juncker vient de nommer Joël Minquet
conseillère spéciale sur le sujet. Il s'agit de mieux mettre en œuvre les règles existantes afin d'aider les victimes de la criminalité, y compris les victimes du terrorisme. Tous nos efforts doivent bien évidemment s'ancrer pleinement dans le respect des droits fondamentaux. Il ne faut jamais oublier les valeurs que nous tentons de protéger. C'est tout particulièrement vrai en ce qui concerne les données et les échanges d'informations, la prévention de la radicalisation et le soutien aux victimes. C'est la raison pour laquelle il est tellement important que l'on puisse discuter de ces questions tous ensemble, de manière franche et honnête, afin de trouver les meilleures solutions envisageables, tout en respectant pleinement les droits fondamentaux. Votre commission parlementaire a un rôle absolument essentiel à jouer sur cette question. C'est un signe tout à fait positif que vous vous penchiez sur ces questions et j'espère que nous aurons l'occasion d'en discuter à maintes occasions au cours des prochains mois, mais pas uniquement nous d'ailleurs. Nous aurons l'occasion d'en discuter avec des personnes de terrain, d'éminentes personnalités qui s'occupent de lutte contre le terrorisme. Certaines sont ici à Bruxelles. Il y en a un grand nombre également qui sont issus de nos États membres, des administrations des États membres. Et je pense qu'il est tout à fait important de mener ce dialogue, comme vous l'avez dit, afin de pouvoir identifier d'éventuelles lacunes, d'identifier des problèmes, et afin, j'espère, de commencer à apporter des réponses pratiques et politiques viables. Ce serait là une contribution exceptionnelle à notre effort commun visant à nous attaquer à ce fléau du terrorisme et à celui de la radicalisation. Je vous aiderai dans votre tâche de tous les moyens possibles et j'espère que nous aurons une relation aussi étroite que possible en commençant dès aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, de cette présentation de ce dialogue franc, en confiance et porteur de beaucoup de potentialités pour les travaux de cette commission. Soyez vraiment remerciés chaleureusement et nous allons entamer un travail difficile, mais qui devra être concret au service de nos concitoyens. Je vous remercie aussi d'avoir évoqué cette partie très importante des victimes. Je voudrais saluer, avant de passer la parole au coordinateur, la présence dans notre salle aujourd'hui de victimes de l'ETA qui sont ici présents et qui iront tout à l'heure suivre les travaux en commission des pétitions. Mes chers collègues, inutile de préciser que la qualité de nos débats dépend en grande partie du respect du timing, et je compte sur vous, mes chers collègues, pour m'aider à le faire respecter de façon à ce que nous soyons nombreux à pouvoir poser des questions à Monsieur le Commissaire. Je passe la parole en premier lieu à Arnaud Danjean, coordinateur pour le PPE, pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Commissaire de votre présence et de cette introduction prometteuse pour nos travaux. Au risque de me rendre très impopulaire dans cette salle, je dirais que je regrette que le format aujourd'hui ne nous permette pas de vous questionner sur des sujets peut-être plus sensibles, comme notre commission devra le faire à l'avenir, en particulier pour ce qui concerne un point que vous avez commencé à évoquer, qui est la coopération entre les États membres. Donc moi, je souhaite que nos travaux se déroulent au maximum à huis clos, parce que je pense que compte tenu de la sensibilité des sujets que nous allons aborder, ça sera un format beaucoup plus adapté. Mais enfin, je m'adapte au format d'aujourd'hui. Je vous remercie encore pour vos propos. Je pense qu'il y a 2 choses très importantes que vous avez rappelées et qu'il faut rappeler quand on commence ce type de travaux. D'abord que les services de renseignement nationaux coopèrent entre eux. Nous ne partons pas de zéro et il faut arrêter cette mythologie sur l'absence de coopération entre les services de renseignement. Il s'agit là de critiques classiques mais infondées.
À nous de voir s'ils le font suffisamment et s'ils le font aussi bien qu'ils pourraient le faire. Mais en tout état de cause, ne cédons pas à cette tentation facile de croire qu'il n'y a pas de coopération entre services des États membres. La deuxième chose très importante que vous avez dite, c'est le travail et l'accent mis sur l'interopérabilité des fichiers. Je crois que c'est quelque chose d'absolument crucial et qui, là, pour le coup, est vraiment dans les responsabilités de l'Union européenne. J'aurais pour ma part quelques questions à vous poser très concrètes. D'abord, vous avez fait référence au discours du président de la Commission sur la fameuse Intelligence Unit dont il a parlé. Pour moi, je vous avoue que ce n'est pas clair du tout. En matière de renseignement, avant de partager du renseignement ou de l'analyser, il faut le collecter. Et pour moi, un vrai service de renseignement ou une vraie intelligence unit, c'est une structure qui collecte, qui est à même de collecter du renseignement. Je ne crois pas qu'aucune structure européenne soit capable de le faire en propre. Elles dépendent du renseignement qui est fourni par des agences et des agences nationales. Donc quand on parle d'intelligence unit, je ne vois pas très bien à quelle réalité opérationnelle cela peut renvoyer. Deuxième question, sur les retours de combattants djihadistes et de terroristes, en particulier des zones irako-syriennes. On sait que c'est une préoccupation majeure. J'aurais aimé avoir votre évaluation parce que aujourd'hui, il semble que nous sommes en deçà de ce que nous pouvions craindre et qu'effectivement, nous ayons été très alarmistes, mais que le nombre de retours ne soit pas exactement ce que nous avions évalué dans un premier temps, mais qu'en revanche, il y a un problème très net et qui pose des problèmes légaux tout à fait fondamentaux avec les mineurs radicalisés élevés sur les zones de conflit et dans les zones djihadistes. Que pouvez-vous nous en dire et quels dispositifs pouvez-vous mettre en place au niveau européen avec les États membres pour faire face à ce problème? Merci. Merci beaucoup. Vous avez la parole, si vous êtes d'accord sur ping-pong. 1 minute. En bon français, on va commencer le ping-pong. Non, mais merci d'avoir évoqué ces sujets qui vont, je crois, directement au cœur de problématiques que nous devons essayer de traiter ensemble. I will work with you in whatever form. Je travaillerai avec vous, quel que soit le format que vous décidez d'adopter. Je suis heureux que vous ayez soulevé dès le début cette question d'intelligence. Eh bien oui, les médias en ont parlé, notamment ce matin. C'est une vision très personnelle que j'exprime ici, mais si le seul test de succès pour le succès de cette commission, c'est de savoir si oui ou non un FBI européen sera créé à la fin de cette commission, alors je pense que c'est un problème. Parce qu'en fait, c'est en contradiction avec les termes des traités. Donc il faudra modifier les traités. Il faudra changer les dispositions constitutionnelles dans plusieurs États membres, pas seulement un ou deux. Donc, même si cela peut être un objectif à long terme tout à fait légitime, il faut également qu'on se concentre sur ce qu'on doit faire maintenant. Parce que malheureusement, les terroristes de Daesh n'attendent pas que nous prenions des dispositions institutionnelles. Eux, ils tuent, ils font des victimes maintenant. Et il faut renforcer notre réponse collective dès maintenant. Et cela signifie effectivement traiter ce que l'on peut faire pour renforcer l'échange d'informations. On a fait des progrès, et je pense qu'on peut en discuter ici, mais je pense qu'on n'est pas arrivé au bout. On peut faire plus pour échanger toutes ces informations qui ne sont pas délicates en termes de sources pour que les polices, les gardes-côtes, les policiers, toutes ces informations sur lesquelles ils se reposent pour assurer notre sécurité. Mais ce n'est pas la même chose que l'intelligence, les renseignements sensibles. Et il faut séparer ces deux types d'informations. Et on peut avancer sur ces deux volets. Et ce n'est pas la même chose que d'utiliser des données, et des données plus larges, pour des objectifs purement sécuritaires. C'est une troisième chose. Il faut faire un distinguo et traiter cela de manière distincte. On pourra revenir sur ce que l'on peut faire en termes de renseignements. Sur l'analyse partagée, on peut travailler plus. Alors, en ce qui concerne les combattants étrangers, et il ne faut pas faire preuve de naïveté. Il y en a environ 8000
donc des suspects de combattants étrangers notifiés par les États membres dans les bases de données que tient à jour Europol. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des retours? Non, pas forcément. Certains vont trouver la mort, certains vont se déplacer ailleurs pour poursuivre ce qu'ils considèrent être leur cause, et certains sont déjà revenus. Et il faut s'assurer qu'on a les bonnes politiques en place pour traiter ces cas, notamment avec ce sujet très délicat que vous avez soulevé, non seulement des mineurs, mais également des femmes qui ont été embrigadées dans cet exercice horrible auquel ça donne le califat. Merci, Sir Julian. Je passe immédiatement pour 2 minutes la parole à Anna Gomes, coordinateur SND, et je lui demande de bien respecter le temps, et j'invite ensuite le commissaire à faire de même. Oui. Sinon, nous allons être très frustrés. Thank you, Commissioner. Merci, Monsieur le Commissaire. Avec mon groupe, nous voudrions également renforcer l'échange d'informations avec vous et en savoir plus sur ce qui est de l'amélioration de la qualité de l'analyse qui vient avec cette interopérabilité à laquelle vous voulez parvenir. Et trouver les autres niches qui existent dans la coopération entre les États membres et avec les institutions européennes. Également, il y a une question cruciale qui se pose en ce qui concerne les droits fondamentaux. Est-ce que toutes les agences, pour qu'elles respectent, comme vous l'avez dit, cela c'est crucial. Mais mon groupe voudrait également vous entendre pour savoir ce qu'il faut faire pour persuader les États membres pour investir dans les programmes pour traiter les questions de radicalisation, notamment dans les cas d'auto-radicalisation dont vous avez parlé. Et avec ces moyens en ligne qui facilitent cette radicalisation. Que devons-nous mettre en œuvre en termes d'inclusion sociale pour lutter et prévenir cette radicalisation? Et enfin, la question du financement du terrorisme. Quand on voit les réticences que l'on voit dans nos États membres pour mettre en œuvre les directives anti-blanchiment d'argent, avec les politiques qui sont venues en ce qui concerne nos systèmes fiscaux qui sont exploités pour la criminalité organisée et visent le financement d'organisations terroristes comme Al-Qaïda. Ce sont de grandes sommes, ce sont des sommes réellement astronomiques. Et nos États membres ne font rien, donc il faut travailler sur cette question. Merci. Merci Anna. Vous avez la parole, Sir Julian. Je vais respecter les délais. Fundamental rights. En ce qui concerne les droits fondamentaux, comme je l'ai dit, à titre introductif, ça doit être réellement un aspect essentiel de nos travaux qui doit être un fil rouge dans toutes nos réflexions. En ce qui concerne l'évaluation des politiques complets qu'on a fait cet été, qu'on a présenté et qui a été un matériel utile pour vos travaux, nous avons analysé l'impact des droits fondamentaux dans chaque mesure. Donc je pense que c'est une bonne base de départ, en tout cas je l'espère. Lutter contre la radicalisation, c'est essentiel, et le travail que nous fournissons également pour traiter la radicalisation en ligne, il faut vérifier l'exécution du travail que l'on fait contre la radicalisation qui se passe hors ligne. Nous allons renforcer ce travail et nous sommes très heureux de discuter de cela plus avant avec vous. Et enfin, comme nous en avons discuté à plusieurs occasions, je suis intimement convaincu que continuer à lutter contre le financement du terrorisme, c'est essentiel, c'est pertinent plus que jamais aujourd'hui. Certaines de ces sommes sortent du califat et ces sommes ne seront pas sur des comptes en Suisse, elles seront utilisées dans des objectifs terroristes. Il faut lutter contre cela. Julian, de votre réponse, je continue de vous demander de bien respecter le temps. Je passe la parole directement à Anders Vistisen, coordinateur ECR, pour 2 minutes. Vous avez la parole. Commissioner, thank you for showing. Monsieur le commissaire, merci de faire preuve de volonté pour coopérer. Nous sommes ravis de voir que vous insistez sur le fait que de nombreux travaux ont déjà été faits.
notamment en coopération avec d'autres commissions pour le contre-terrorisme. J'ai une question assez simple à vous poser, c'est une question ouverte. La réponse sera donc un peu plus complexe étant donné les délais qu'on vous donne. Avec tous les rapports qui ont été faits, que conseilleriez-vous à la Commission? Sur quoi doit-elle se concentrer? Quelle serait la recommandation qui nous permettrait de mettre en place le plus rapidement possible, dans le format actuel de l'Union européenne, des agences qui permettraient que cette commission ne soit pas uniquement pleine de bonnes intentions, mais qu'elle donne des recommandations? Que pouvons-nous faire maintenant, à présent, pour stopper le terrorisme? On a gagné 1 minute, mais vous n'en prenez pas davantage, si vous voulez bien, Sir Julian. J'ai quand même vous laisser 5 minutes de plus avec mon intervention. Mais, well, thank you for that question. Merci pour cette question. Ce n'est pas à moi de dire à cette commission comment elle doit organiser ses travaux. Je dois l'aider à réaliser ses objectifs, les objectifs que vous choisissez. Mais si vous me demandez mon avis, il y a des choses urgentes, certaines plus urgentes que d'autres, et on les a déjà évoquées. Il n'y a pas de surprise. Je pense qu'il faut se concentrer sur le partage d'informations, sur ce défi que cela représente, sans faire de mélange, en établissant un distinguo entre l'information, le renseignement et les données. Et nous devons travailler à relever les défis dans chacun de ces 3 domaines. Je pense que la lutte contre la radicalisation est extrêmement importante. J'espère que nous ferons des progrès rapides, mais la lutte contre la radicalisation, je ne veux pas vous donner d'illusions, c'est un processus long. Je pense néanmoins qu'il y a des mesures à prendre pour rendre les progrès plus faciles dans la lutte contre la radicalisation en ligne et hors ligne. Et nous devons également tirer des leçons, pas comme l'a dit Madame la Présidente de manière accusatoire. Je ne pense pas que ce soit une méthode très constructive, mais de manière ouverte, en effectuant des contrôles sur ce qui s'est passé. Et nous devons tirer les leçons des récents attentats. Et je pense que ces attentats récents montrent que nous devons renforcer nos efforts pour protéger nos espaces publics et pour limiter les moyens qu'utilisent les terroristes. Trop souvent, les terroristes ont accès à des matériaux explosifs, par exemple, et il faut limiter cet accès. Gérard Depré pour 2 minutes, coordinateur de l'ADLE. Merci, Monsieur le Commissaire. Vous avez raison de commencer en disant que dans la lutte contre le terrorisme, nous ne partons pas de rien. On ne va pas commencer par faire une vision apocalyptique de la situation. Mais il est vrai en même temps que nous devons nous livrer à une analyse objective et critique des choses qui fonctionnent bien et des choses qui pourraient aller mieux. Bien. Moi, je dois vous dire, je suis préoccupé en premier lieu par le fait que, en matière d'échange d'informations, il y a encore trop de lacunes. Et on discute maintenant du SIS 2, par exemple, et dans les propositions de la Commission, il y a des choses qui n'étaient pas dedans, dont j'estime qu'elles devaient s'y trouver. 2, une question qui ne concerne pas seulement la responsabilité de la Commission, mais des États membres et de nous-mêmes. Les délais sont beaucoup trop longs en ce qui concerne l'approbation d'une proposition et sa mise en œuvre. Vous avez parlé du PNR. Le PNR, il a été approuvé. Il entrera en vigueur en 2020. Nous sommes en 2017. Vous avez parlé d'ETIAS. On discute d'ETIAS maintenant. Ça sera peut-être approuvé avant la fin de cette année. Il entrera en vigueur en 2020. J'en passe et des meilleurs. Donc, il me semble que nous devons essayer de trouver les moyens par lesquels nous allons raccourcir les délais pour la mise en œuvre des mesures et aussi dans la réponse que ces systèmes peuvent apporter. Dans certaines propositions de la Commission, je dois dire que les délais que l'on laisse aux services pour répondre à des questions sont trop longs. Donc il y a des soucis d'opérationnalisation qui ne sont pas rencontrés. Donc premier point. Deuxième point, je voudrais me joindre à ce qu'a dit M. Danjean. Il va y avoir un grand problème en ce qui concerne les mineurs qui ont été emmenés par leurs parents sur les terrains de combat. Certains ont été des combattants. Il faut que l'on se préoccupe pas seulement des combattants adultes qui vont revenir, mais nous allons avoir un véritable problème avec les mineurs. Et 2, une question que je pose, pour quelles raisons avons-nous un fonds de solidarité pour les catastrophes naturelles, et alors que nous sommes tous d'accord pour dire que le terrorisme est une attaque contre nous tous, il n'y a pas de fonds d'aide européen aux victimes du terrorisme. Merci Gérard Depré. 1 minute pour répondre.
Absolutely. Je partage tout à fait vos craintes et l'accent que vous mettez sur certains travaux. Je pense que vous avez tout à fait raison de mettre l'accent sur les lacunes qui doivent être réglées dans le système de partage d'informations, pour la qualité de l'information, pour l'accessibilité de cette information, pour s'assurer que cette information peut être partagée mais qu'elle peut être retirée également du système. Je pense que nous devons avoir plus de rapidité pour mettre en place des mesures. Nous devons tomber d'accord sur les mesures plus rapidement, les mettre en œuvre plus rapidement, et nous devons rendre les différents acteurs responsables de cette mise en œuvre. Les craintes en matière de sécurité sont tout à fait légitimes et il y a un autre défi politique bien plus grand qui est la réintégration de ces combattants étrangers, notamment des mineurs, dans nos sociétés. Merci de ces réponses brèves mais denses. Je passe la parole à Cornelia Ernst pour 2 minutes, s'il vous plaît. Merci de respecter le temps. Merci beaucoup. On peut parler de plusieurs choses. Bien sûr, le terrorisme a une forme telle qu'il a différentes formes, justement. Je pense que pour avoir des objectifs tout à fait réalistes, j'ai une première question. Qu'y a-t-il au niveau européen qui doivent être modifiés de manière la plus urgente? Vous avez parlé d'interopérabilité. C'est un vieux problème. Et on ne cesse de le répéter. Entre les services de police, même au sein d'un même État membre, il y a toujours des problèmes de coopération. Quelles seraient les mesures que vous pourriez proposer pour améliorer cette coopération? Dans quelle direction devrions-nous aller? Enfin, les services secrets européens ou un service secret européen, cette problématique est très sensible et je pense qu'elle est complètement inadaptée à notre problème. Je sais que les États membres ont des positions très divergentes là-dessus. C'est un thème qui ne doit pas rentrer en ligne de compte ici dans notre commission. Vous l'avez évoqué, c'est pour ça que j'y reviens. J'aimerais être sûr que nous n'allons pas envisager une telle solution. Concernant la protection des données, qu'en pensez-vous? Nous avons travaillé à un paquet de protection des données, protection de la vie privée. Je ne vois pas comment on pourrait faire. Et je pense que vous respectez ce régime de protection des données et que cette protection des données est nécessaire aussi, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je vous propose de répondre. 1 minute. Thank you very much. I agree that we should... Merci beaucoup. Je suis d'accord. Nous devrions nous concentrer sur ce qui est possible, ce qui est réalisable. Je ne veux pas que vous n'ayez pas d'idées à long terme de manière collective, mais je pense qu'il faut se concentrer sur les possibilités actuelles. Et il y a des choses à faire à court terme, vraiment, qui ont à voir avec le partage des informations et des données. Nous avons parlé de l'interopérabilité auparavant. Il s'agit des bases de données dont nous disposons, de l'accessibilité, d'un meilleur partage, de systèmes de partage automatique, d'obligations de partage et également de garanties d'accès et d'utilisation en temps réel. Parce que sinon, à quoi ça sert? Enfin, je pense que nous devons mener un débat sur les données, sur la façon la plus efficace d'utiliser ces données. Cela rejoint des sujets qui ont été débattus pendant longtemps, comme le PNR. Et je pense qu'il faut que nous retrouvions un élan sur ces sujets pour utiliser ces données, ce qui nous aidera à garantir notre sécurité. Merci beaucoup. Je passe la parole à Judith Sargentini, qui remplace Yann-Philippe Albrecht aujourd'hui.
comme coordinateur des Greens. Thank you very much, Natalie. Mr. King, time and time... Merci. Bonsoir, Julian. À de nombreuses reprises, on voit que les attentats sont réalisés dans les pays européens par des personnes qui sont connues, parfois pas par les services de sécurité du pays touché, mais dans les pays voisins. On a des informations, des données sur ces personnes. On constate également que très souvent, ils disposent d'un passeport européen ou qu'ils ont des autorisations de résidence de longue date sur le sol européen. Donc il s'agit très souvent de terroristes qui viennent entre guillemets de chez nous, que nous connaissons, mais pour lesquels il n'y a pas d'intervention. Et donc, deux questions qui me paraissent essentielles, que j'aimerais vous poser, mais qu'il va falloir que nous traitions au niveau de notre commission parlementaire. Tout d'abord, que se passe-t-il dans notre société qui fait qu'il y a tant de terrorisme qui naît chez nous? Que faisons-nous sur cette question? Et puis, une deuxième question sur le non-partage d'informations. J'apprécie ce que vous avez dit sur l'amélioration de cet aspect, mais ce non-partage est lié au fait que nous avons toujours une idée un peu obsolète de ce qu'est la sécurité intérieure, à savoir une sécurité nationale. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler plutôt de sécurité intérieure à l'échelon européen et avoir quelque chose de plus logique, peut-être pratiquement obligatoire, en matière de partage d'informations avec les voisins, en arrêtant peut-être d'ailleurs de les considérer comme des voisins, mais comme partie d'un tout. Judith, difficile, Sir Julian, de répondre à ces deux questions de fond, mais passionnantes, pour lesquelles vous n'avez quand même qu'une minute. Éventuellement, si vous avez la disponibilité de 10 minutes de plus avec les interprètes, il y a un accord pour dépasser un petit peu le temps. Merci. Okay. As I've said from the outset, I'm at your... Comme je l'ai dit d'emblée, je suis à votre entière disposition. Mais je pense qu'il y a des questions importantes. Vous avez raison de les mettre en exergue. Il est important que votre commission ait la possibilité de répondre à ces questions. Alors, je ne suis pas certain que je puisse répondre à ces questions en 30 secondes. Je pense qu'il y a des questions sociétales sur lesquelles il vaut la peine de s'attarder. Peut-être parce que certaines conclusions pourraient être tirées de cela, des conclusions très terre-à-terre sur la manière de lutter contre la radicalisation, surtout au sein de nos communautés. Je pense qu'il s'agit de questions différentes de celles de la radicalisation en ligne. Je suis d'accord. Il faut nous écarter de cette idée que le partage d'informations serait une décision nationale qu'il faut avaliser. Nous parlons ici de partenariat, d'un partenariat nécessaire. Il faut travailler ensemble contre une menace commune. Mais je pense que c'est ce qui se passe, justement. Je dirais que le verre est à moitié plein. Si l'on regarde d'année en année, il y a une augmentation de 40% du recours à la principale base de données du système d'information Schengen. Alors, je ne vais pas dire que pour le moment, on est déjà à un niveau optimum. Je pense qu'il reste des questions importantes qu'il faut régler. Mais je pense qu'on va dans un sens où les services répressifs et les systèmes de renseignement travaillent ensemble et un système qui est reconnu. Merci. Je passe la parole à Christina Winberg pour le FDD. 2 minutes. Merci de respecter le temps. Tack, herr kommissionär King. Jag är glad för att du är här idag. Samtidigt... Je suis très heureuse de vous voir ici avec nous et dans le même temps, j'aimerais vous dire que c'est regrettable qu'il y ait besoin d'une commission spéciale de ce type et que les situations aient empiré à ce point et qu'au sein de l'Union européenne, il faille unir nos efforts pour coopérer de cette manière. C'est regrettable que nous en soyons arrivés là. Une question m'intéresse aujourd'hui. Sur la directive des droits fondamentaux, l'article 3.1. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. On y lit. On ne peut retirer à personne le droit, une fois qu'elle a acquis une protection en termes de sécurité.
On a environ une centaine de personnes en Suède, des combattants issus de l'EI, et la police spéciale les considère comme des personnes à risque particulièrement. On ne peut pas leur retirer leur statut de personne protégée. Et on a inversé la charge de la preuve. La terminologie de la directive devrait être modifiée, pas pour retirer. Et peut-être pourrait-on retirer le statut de personne protégée à des personnes dont on sait qu'elles présentent un risque particulier. Thank you. Thank you for. Merci. Merci pour vos remarques. Merci pour la question que vous avez posée. Alors, je ne suis pas certain d'être totalement d'accord avec l'idée qu'on doit attendre ce que va faire cette commission. Parce que, comme j'ai tenté de le dire, je pense qu'il y a déjà eu du travail effectué. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres défis qui nous attendent. Et je pense que le rôle de votre commission, ce sera vraiment de mettre l'accent encore plus sur, j'espère, les défis concrets, terre à terre, sur lesquels on peut avancer. En ce qui concerne la question précise que vous avez posée, j'aimerais faire une remarque d'ordre général qui me paraît importante. Lorsque je me suis entretenu avec des représentants de certains États membres, j'ai été frappé. C'est très important et je suis certain que votre travail respectera cela. Il est important d'opérer un distinguo entre les défis liés à la migration d'une part et les défis liés à la sécurité d'autre part. Si l'on fusionne ces deux ensembles de défis, on va finalement mâcher le travail à Daesh. On risque de promouvoir l'idée que toute migration est un problème de sécurité. Et nous ne devons pas les aider sur cette question. Il faut résister à cela. Et j'espère que c'est ce que fera le travail de votre commission. Et lorsque quelqu'un vient chez nous, est un véritable demandeur d'asile, il mérite toute la protection qui va avec ce statut. Mais la protection liée à ce statut ne donne pas à cette personne le droit de violer la loi. Sir Julian, de ces précisions, de cette clarté dans le risque mortifère de superposer terrorisme et migration. Merci de ce discours très clair. Je passe la parole pour 2 minutes à André Ellison pour l'ENF. S'il vous plaît, vous avez la parole. Dank u, voorzitter en commissaris. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Nous avons été confrontés à un nombre grandissant d'attentats ces dernières années. Nous devons être réalistes et pas naïfs. Il faut appeler un chat un chat. Je vois un lien de cause à effet très clair. Tout d'abord, il y a la relation entre la violence terroriste et l'islam. Les partisans de cette idéologie souhaitent réaliser des attentats en Europe. C'est eux qui l'ont fait en 2015 et en 2016. Et je fais référence au Terrorism Situation and Trends Report. Le terrorisme trouve dans l'islam leur légitimation et leur inspiration. C'est important. Il faut creuser sur cette question et il faut inviter des experts dans le domaine. Ensuite, il y a un lien très étroit entre le flux de migrants économiques énorme vers l'Europe et le terrorisme. Je fais également référence ici à la réaction de M. Danjean, notre collègue français, qui a fait un lien très clair entre flux migratoires et terrorisme. Interpol et les services secrets allemands ont confirmé que les combattants en provenance d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont pu voyager vers l'Europe. Et puis enfin, Madame la Présidente, notre collègue Madame Ernst et Madame Présidente, dernier point, je dois dire que nous n'apprécions pas ce genre de comportement. Nous devons pouvoir inviter des experts à Bruxelles et à Strasbourg. Et si on va se rendre, si on doit se rendre dans un aéroport, Bruxelles est beaucoup plus proche que Francfort, par exemple. Merci. Merci. Avant de vous passer la parole, Sir Julian, une toute petite mise au point par Arnaud Danjean qui a été cité dans le propos de notre collègue. Merci Madame la Présidente. Notre collègue me prenant à témoin sur des choses que je n'ai pas dites, je n'ai pas fait un lien systématique entre migration ou flux migratoire et terrorisme. J'ai simplement rappelé une réalité, mais qui n'a pas valeur de systématisme, c'est que dans le cas des attentats de Paris, il se trouve qu'un certain nombre de flux logistiques et de terroristes eux-mêmes ont emprunté les voies migratoires. Ça, c'est une réalité indiscutable. Mais ce n'est pas parce que vous avez une dizaine d'individus qui a exploité logistiquement ces flux qu'il faut établir un lien systématique. Et je me garderai bien d'aller sur cette pente-là. Et je vous laisse la responsabilité des autres systématismes que vous faites. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment par le commissaire King.
Merci de cette précision. On en avait besoin. Sœur Juliane, à vous la parole. Well, for the first time, I find myself. Pour la première fois, je suis en train de ne pas être d'accord avec l'intervention d'un membre de votre commission. J'en ai bien peur. Je ne suis pas d'accord avec... en fait, je ne suis d'accord avec aucun des propos tenus, parce que on fusionne ici des défis différents. Et ce faisant, on tente ou on risque d'enflammer cette histoire, ce clash des civilisations. Et c'est justement ce que cherchent à promouvoir les gens qui se cachent derrière Daesh. Et je pense qu'on ne doit pas faire preuve de naïveté, certes. On doit appeler les choses comme il faut appeler un chat un chat. Certains terroristes ont tenté d'utiliser des voies migratoires pour venir semer le mal en Europe. Ça, c'est un fait. Mais il ne faut pas en tirer des conclusions, des systématismes. Les terroristes s'inspirent en effet d'un extrémisme islamiste violent et de la doctrine djihadiste, mais ce n'est pas la seule forme de radicalisation à laquelle nous sommes confrontés en Europe. Il s'agit d'une forme de radicalisation particulièrement difficile, mais cela ne signifie pas qu'on doit aider ceux qui souhaitent faire l'amalgame entre terrorisme et islam de manière générale. Je pense qu'il faut être très clair concernant les choses contre lesquelles on lutte. Merci. De ces précisions et là aussi de la clarté et de la densité du propos. À présent, je vous propose d'aborder le débat avec Monica Hohlmeier comme co-rapporteur pour 2 minutes, puis Helga Stevens pour 2 minutes et Sœur Juliane ensuite. Et s'il reste quelques minutes, de répondre à quelques questions. Monica, vous avez la parole. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'ai peu de questions à poser aujourd'hui. Parce que j'espère que nous aurons un travail structuré et des questions précises. J'ai une demande. J'ai déjà eu l'honneur lors d'une autre commission extraordinaire d'être présente. Et la commission nous avait mis à disposition différents travaux. Nous avait mis à disposition des avis sur tous les actes législatifs qui ont un rôle à jouer sur cette question et l'état de leur mise en œuvre. Par ailleurs, un descriptif des différents mouvements terroristes et leur niveau de danger pour l'Union européenne, leur hiérarchisation géographique, une liste de bandes criminelles organisées et leurs liens avec des organismes terroristes. Et également des listes fournies par des services répressifs de différents États membres. Pourrions-nous donc avoir un aperçu des structures auxquelles nous avons affaire? Chacun des collègues ici présents connaît les structures de son propre pays, mais ne connaît pas les structures des autres États membres. Cela nous aiderait à aborder les problèmes de partage de l'information et d'autres questions que nous allons aborder au sein de cette commission. Concernant le renseignement, nous avons une coopération avec les Pays-Bas. Il serait intéressant de savoir quelle coopération peut avoir lieu avec Europol, quelle coopération existe. Et si Nathalie me le permet, nous devons avoir des informations sur le personnel fourni et nous avons besoin d'une réponse précise pour apporter une réponse adéquate à nos services et à nos autorités. Merci. Beaucoup, Monica. Donc, après ces différentes questions, je voudrais passer la parole à Helga Stevens en vous demandant à tous de ne pas m'en vouloir du caractère un peu
serré et autoritaire de la gestion du temps, mais c'est un impératif pour nous. Donc Helga, pour 2 minutes, et ensuite, Monsieur le Commissaire nous répondra. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste collega's. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Je tiens à remercier le commissaire pour sa présence et pour son intervention extrêmement intéressante. J'aimerais faire référence à 2 études que vient de publier la Commission concernant la situation en matière de sécurité. Il s'agit d'études très intéressantes et ces 2 études pourraient être utilisées comme point de départ pour les travaux de notre commission, comme un de point de départ. J'aimerais également me rallier à ce que vient de dire notre collègue Hohlmeier. Il est extrêmement important de concentrer notre travail, de nous concentrer, parce que je pense que nous devons engranger des résultats concrets. Ça n'aurait aucun sens que d'organiser un groupe de discussion et faire un petit rapport, parce que moi, je veux vraiment quelque chose qui soit pleinement étayé pour tenir compte de la situation en Europe et pour améliorer cette situation. Parce qu'on peut voir très clairement dans le rapport qu'il y a des problèmes. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites. Une partie du cadre est déjà en place, mais le problème, c'est toujours la mise en œuvre. Nous devons nous pencher sur les États membres et voir comment l'Europe peut les aider. Et dans ce cadre, j'aimerais poser quelques petites questions. Concernant l'analyse open source au niveau européen, est-ce que cela pourrait être mis à la disposition des petits États membres qui n'ont pas suffisamment de capacité afin que les messages haineux puissent être transmis, par exemple, aux services de renseignement? J'aurais voulu également avoir votre avis concernant la constitution d'une cellule centrale qui, au niveau européen, apporterait son soutien en matière de cryptage. Est-ce que ça a du sens étant donné que les États membres ont déjà investi chacun de leur côté dans ces technologies? Voilà mes 2 premières questions. J'ai peu de temps à disposition, mais nous pourrons encore discuter plus tard de tout cela. Merci. Merci beaucoup, Sir Julian, pour répondre aux 2 co-rapporteurs. Oui. And then finish, or non. Not that I'm seeking to. Non, je ne cherche pas à partir coûte que coûte. Oui, je suis bien disponible pour vous. Oui, je suis très heureux de travailler à générer des éléments de contexte, quels qu'ils soient, et qu'ils soient utiles pour vos travaux notamment. Voilà l'esprit de cette analyse complète des instruments politiques existants. Et s'il y a d'autres analyses fondamentales utiles pour cette commission, eh bien, faites-nous le savoir pour savoir comment travailler avec nos agences, notamment Europol, qui utilisent une série de rapports pour qu'on ait les informations les plus à jour possibles. En ce qui concerne la question des ressources, moi, j'espère que c'est un des éléments que cette commission pourra observer également, parce que je pense que là où on a identifié des lacunes dans les ressources ou des besoins, même nouveaux, étant donné que les menaces évoluent, nous avons essayé de traiter ces lacunes avec votre soutien à la commission budget, également dans cette enceinte. Mais si nous identifions qu'il y a d'autres lacunes, ou d'autres nouvelles mesures que nous avons besoin de soutenir à cause des menaces changeantes, alors ce serait un produit très intéressant du travail de cette commission qui serait repris par la commission, notamment avec le soutien des États membres et du Parlement. Je ne pense pas que quelqu'un essaye de changer notre travail pour lutter contre le terrorisme. En ce qui concerne le soutien entre les États membres, moi je pense que c'est un sujet essentiel et j'espère qu'on pourra étoffer ce sujet. Il ne se limite pas simplement aux éléments de renseignement ou le partage d'informations. Ça en fait partie, mais ça ne se réduit pas uniquement aux défis des nouvelles technologies comme le cryptage
Et nous avons des avantages à ce cryptage, mais cela peut être utilisé à mauvais escient. Dans une des propositions avancées la semaine prochaine, et nous pourrons y revenir, eh bien, cette proposition vise à savoir ce que l'on peut faire pour aider la coopération entre les États membres pour traiter les défis que pose le cryptage dans les enquêtes criminelles et terroristes. Mais plus généralement, je pense qu'il y a un travail à mener pour aider et soutenir le jumelage notamment avec les États membres un peu plus avancés dans ces domaines. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Eh bien, il devrait aider les États membres qui sont les moins avancés sur ces questions et qui sont confrontés aux mêmes défis. Et il y a des éléments que l'on peut faire, notamment sur des techniques pour lutter contre la radicalisation, protéger l'espace public, par exemple. Voilà 2 exemples sur lesquels je travaille à l'heure actuelle. Voilà les éléments sur lesquels on pourrait revenir et travailler. Et j'espère que l'on entrera dans les détails du rôle d'Europol, qui est au cœur des différentes sources d'informations et d'échanges de renseignements et d'analyse dans ce domaine. Il a un rôle clé à jouer. Et de manière générale, je pense que l'on devrait et on peut faire plus pour aider l'exécution dans les États membres en améliorant les normes, notamment au travers d'actes législatifs quand c'est nécessaire. Nous pouvons le faire en élargissant l'utilisation des bonnes pratiques au travers de réseaux, financièrement également. Il ne faut pas être timoré en ce qui concerne le soutien financier quand c'est ciblé et nécessaire. Et on doit tirer profit des excellentes agences qui ont été développées dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sir Julian. Si vous en êtes d'accord, comme il vous reste peu de temps, je souhaiterais passer la parole à 4 collègues pour 1 minute, parce qu'on a clôturé les demandes de parole, en tenant compte du fait que vous devez partir ensuite très vite. Et pour leur répondre, je vous passerai la parole et en même temps, je vous propose de conclure à ce moment-là. Donc, je passe la parole à Elena Valenciano, puis Geoffrey Van Orden, puis Caterina Kinichi et Anna Maria Corazza-Bildt. 1 minute. Merci, Madame la Présidente. Merci de respecter. Tal vez para preguntarle al comisario. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais demander au commissaire où se trouvent les citoyens dans cette stratégie anti-terrorisme. Notre objectif fondamental, bien sûr, c'est de les protéger. Mais pour mieux les protéger, nos mesures doivent prévoir que les citoyens soient plus que des sujets passifs, soient plus que des victimes de la violence. Quel espace leur donnons-nous? Comment faire pour qu'ils aient plus d'informations? Pour que la lutte contre le terrorisme ne soit pas uniquement un domaine d'experts, un domaine secret, mais pour que les citoyens soient impliqués dans leur propre protection. Comment faire pour les intégrer à cette stratégie? Les citoyens sont des victimes, mais les citoyens doivent devenir des acteurs de cette lutte contre le terrorisme également. Merci, Elena. Geoffrey Van Orden, 1 minute. Je vous demande de respecter. Thank you very much, Madam Chairman. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, vous avez tout à fait raison de mettre l'accent sur les agences de renseignement, les forces de police et de sécurité qui sont très compétentes dans notre pays pour traiter ces menaces. Donc on part vraiment avec de bonnes bases et on cherche d'autres domaines où on peut apporter une valeur ajoutée. Ça doit être notre credo. On ne doit pas préjuger des résultats de notre travail. Il ne faut pas trouver de nouveaux rôles à l'Union européenne simplement pour lui trouver des rôles. Il faut simplement apporter une valeur ajoutée. Une question très rapidement. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une piste de réflexion pour nous ici? Nous avons parlé des routes qu'empruntent les terroristes. Je ne parle pas de migration ici. Pensez-vous qu'il y ait de bonnes informations dans nos États membres sur les routes utilisées par ceux qui ont commis des actes terroristes? Est-ce que cela aiderait à donner des informations quant à savoir où est-ce qu'on pourrait travailler sur la sécurité des frontières? Terina Kinichi pour 1 minute. Grazie, Presidente.
Merci Madame la Présidente, merci Sir Julian de votre présence devant notre commission. Les échanges d'informations et l'analyse des informations, c'est clairement un élément essentiel au niveau européen contre le terrorisme. Et notamment face à ce terrorisme que l'on a vu avec des modalités complètement imprévisibles. L'action isolée ou d'un petit groupe non organisé. L'utilisation d'armes non conventionnelles, cela demande un niveau élevé de niveau de renseignement et d'échange d'informations. Deux demandes très brièvement. La radicalisation passe au travers des services en ligne, mais il y a également en prison un phénomène de radicalisation. Et dans les prisons, que pouvons-nous faire au niveau européen pour aider les États membres dans les programmes de prévention et de déradicalisation? Et ensuite, un deuxième sujet, le lien entre terrorisme et criminalité organisée. Il me semble qu'en ce qui concerne ce qui a été inclus dans la directive terrorisme où j'ai été rapporteur, c'est encore sous-estimé. Anna Maria, pour 1 minute. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Vous avez souligné très fortement l'importance de l'échange d'informations et nous savons que, bien sûr, les renseignements et les questions nationales sont fondés sur la confiance et la crédibilité entre les États membres. Il n'y a pas beaucoup que l'on puisse faire au niveau européen, mais ce que l'on peut faire, et on m'a dit que beaucoup d'entre vous et des experts de très haut niveau traitent de cette question, nous avons des législations qui ont créé des silos de non-communication, de non-dit, qui rendent plus difficile pour les services répressifs, pour Europol, pour les services de renseignement, d'avoir accès à l'utilisation d'informations cruciales et pertinentes. Donc c'est une question, à un moment où on a le règlement sur le respect de la vie privée et d'autres règlements y afférents, avez-vous regardé de manière très précautionneuse, est-ce que les législations pertinentes sur le flux d'informations personnelles et le flux d'informations en ce qui concerne le respect de la vie privée empêchent la lutte contre le terrorisme au niveau européen? Et deuxième question, qui concerne les djihadistes qui sont ressortissants européens et qui ont été identifiés et arrêtés en Irak. Il y en a des milliers, je ne sais pas si on a les chiffres exacts. Y a-t-il quelque chose qui est fait concrètement pour les faire revenir, les traduire devant la justice et éviter qu'ils reviennent en Europe pour commettre des actes terroristes contre nous? Merci aux collègues d'avoir réussi à peu près à respecter le temps et surtout un grand merci à Sir Julian King de sa disponibilité et de sa possibilité de rester un peu plus longtemps. Je lui propose de répondre aux dernières questions des collègues et peut-être s'il le souhaite, parce qu'il doit aller dans une autre réunion d'ici quelques minutes, enchaîner sur quelques éléments de conclusion pour ouvrir en fait la suite de nos travaux qui évidemment nous appelleront à avoir encore de nombreuses rencontres et de relations de travail très étroites et en confiance avec vous-même et votre équipe. Merci d'accepter de faire la conclusion. Well, thank you, and thank you for... Merci et merci pour ces dernières questions. Certaines seront traitées au fur et à mesure de vos travaux et je ne peux pas y répondre en quelques secondes. Il y a une question de communication avec les citoyens. Lorsqu'on mène des dialogues, il y a des citoyens qui sont très impliqués sur le sujet. Ils veulent savoir ce qui est fait. C'est un défi que nous partageons entre toutes les institutions. Comment mieux communiquer, comment mieux expliquer et comment mieux tenir compte des critiques que nous recevons lorsqu'on quitte la bulle bruxelloise. Il y a une question de sécurité. Lorsqu'on parle de sécurité des frontières, j'ai vu Frontex hier, ils en ont pleinement conscience et ils analysent la contribution qu'ils peuvent apporter au travail de sécurité via leur travail pour contrôler et effectuer un suivi de nos frontières. Je pense que la radicalisation hors ligne dans nos sociétés est très importante, mais il est tout à fait juste de dire que ça n'est pas une radicalisation
qui a une seule dimension, un seul aspect. Elle n'a pas lieu que hors ligne, chez des gens vulnérables, elle a lieu en prison aussi, et nous devons renforcer le travail qui a été effectué par plusieurs réseaux de sensibilisation à la radicalisation pour toucher des gens qui ont été en prison, qui se trouvent en prison, et pour toucher différents groupes. Et cela rejoint la question de la réintégration des gens qui étaient radicalisés. Parce qu'il serait très triste que nous n'essayions même pas de réintégrer ces personnes qui sont sorties de la radicalisation. Une conséquence logique de ce que je viens de dire, c'est le suivi du lien entre la criminalité et le terrorisme. Nous avons fait des progrès, mais nous pouvons faire plus encore, j'en suis sûr. Concernant certaines choses que nous avons évoquées aujourd'hui brièvement, l'échange, le partage des informations. Je ne pense pas que la protection des droits fondamentaux nuise à l'échange des données. C'est un élément du défi que nous devons relever en matière de gestion des données, mais l'inverse est également vrai. Si on n'est pas capable de convaincre l'opinion publique qu'on fait ce travail dans le respect des données, eh bien, on nuit à la crédibilité de nos efforts. Concernant les combattants étrangers, on l'a déjà dit tout à l'heure, je ne veux pas sous-estimer le défi, en aucune façon. Nous devons continuer à travailler avec les autorités sur place pour voir ce qu'on peut faire avec ces individus. Il y a également un certain nombre de preuves qu'on peut collecter sur place. Nous devons continuer à mener des discussions pour gérer ces preuves au mieux, notamment lors de prochaines affaires en justice, lorsque des gens reviennent et sont traduits en justice. Donc c'est un problème très grave que vous avez évoqué là. J'aimerais conclure en disant que nous avons commencé et nous devrions finir en réfléchissant à quelques points sur lesquels nous devons réfléchir ensemble. Les leçons que nous tirons du passé, notamment des attaques les plus récentes, qui ont touché des espaces publics, qui ont utilisé des moyens assez réduits. Comment pouvons-nous faire pour réduire l'espace dans lequel les terroristes peuvent nous nuire? Grâce à ces échanges, nous avons des possibilités d'échanger sur le partage d'informations. Mais j'aimerais vraiment qu'il y ait un distinguo entre les informations des services répressifs, le renseignement, ces deux domaines sont donc très sensibles, et les données. Les données peuvent nous aider si elles sont utilisées à bon escient. Elles peuvent nous aider à gérer notre sécurité. Et il faut également que nous réfléchissions à la radicalisation et à ses différentes formes. Nous devons continuer de travailler là-dessus. Et nous devons également penser au travail que nous devons effectuer pour les victimes. Je salue ceux qui sont présents parmi nous aujourd'hui, qui représentent des associations de représentation des victimes du terrorisme. Nous avons cherché à renforcer le soutien que nous apportons aux victimes en renforçant leurs droits, notamment dans la directive contre-terrorisme. Si nous devons en faire plus, je pense que Joël Miguel nous évoquera le problème et je serai ravi de revenir sur ce sujet avec vous. Une dernière chose, pour tous les défis que nous venons de mentionner, je pense que nous avons fait des progrès au cours des dernières années pour y répondre. Je suis fier d'avoir participé à cet effort collectif pour tenter d'en faire plus au niveau européen pour aider les États membres et leurs agences dans leur lutte contre le terrorisme et dans leur lutte contre les cyberattaques et le crime organisé. Je pense que
le fait que j'ai peu de temps avec vous me pousse à en faire plus tous les jours pour que cette priorité avance. Je pense que nous devons travailler ensemble pour lutter contre ce fléau qu'est le terrorisme, le crime organisé. Merci beaucoup, sœur Juliane. Merci beaucoup de cet engagement, de ce temps donné. Les enjeux sont graves. Les citoyens européens attendent des réponses en matière de sécurité. Nos travaux sont ambitieux et difficiles. La durée limitée de la Commission et aussi donc de votre présence ici nous oblige et exige de nous des réponses. Merci vraiment beaucoup, sœur Juliane, de vous être prêtée à cet exercice en sincérité et en profondeur. Merci aussi à nos interprètes qui ont accepté de rester un peu plus longtemps que prévu. Et je donne rendez-vous aux membres de la Commission le 16 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours, à 15 heures. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée.